Alors, je suis un vieux routier, je me mets en route, ne pas confondre avec un vieux mammouth laineux, c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, allons-y, on commence. Lorsque j'ai vu l'annonce, puis surtout l'appel de proposition du colloque, il y a deux éléments qui m'ont fortement interpellé. La première chose qui m'a frappé, c'est cette idée de formation continue qui serait ou pourrait devenir un outil de gestion, et un outil de gestion axé sur les résultats, sur l'efficacité et l'efficience. Ça m'a titillé un petit peu. Et l'autre élément qui m'a interpellé, c'est cette idée d'autonomie professionnelle, des besoins de la liberté des personnes enseignantes qui pourraient être ignorés peut-être dans le cadre de cette formation continue en tant qu'outil de gestion. Donc, ça m'a interpellé, ça a soulevé plein de questions dans mon esprit. Et je me suis demandé s'il y a toujours eu une tension entre ces deux éléments-là, la formation continue en termes de gestion, d'outils de gestion, et l'autonomie professionnelle du personnel enseignant ou des personnes enseignantes. En quelque part, ça a commencé à me remettre en question, à me questionner, à me demander qu'est-ce qu'il y en est au juste. Donc, et surtout, comment réagir à une interpellation comme celle-là? Qu'est-ce que ça signifie pour moi, comme ancien professeur de didactique des mathématiques maintenant à la retraite, mais quand même encore actif en formation continue? Donc, j'ai opté pour réagir à l'interpellation, j'ai opté pour un mode plutôt personnel. Donc, de par mes expériences, afin d'aborder la thématique du colloque, et je me suis inspiré en gros là, de l'approche des récits de pratique analysés, et je dis bien qui s'approche de ça, sans vraiment en être. Donc, le regard que je vais porter avec vous, c'est un regard qui s'appuie non pas sur des données probantes, je vous le dis tout de suite, des recherches récentes en formation continue, quoique j'ai été tenté d'éplucher, je l'ai fait un peu, j'ai été tenté d'éplucher la littérature qui porte sur la formation continue en didactique des maths, mais j'ai plutôt opté pour m'appuyer sur un savoir d'expérience qui a été constamment remis en question sur une quarantaine d'années, vécu au primaire, au secondaire, comme professeur universitaire, quand même très actif en formation continue. Donc, le fil conducteur de la conférence, dans le fond, il y en a deux, mais le principal, c'est cette tension entre formation continue comme outil de gestion, autonomie professionnelle, les besoins et les libertés des personnes enseignantes. Donc, dans un premier temps dans la conférence, je vais partager avec vous 40 ans d'expérience, comme somme toute très variées dans le milieu de l'éducation et de la formation continue. Et dans un deuxième temps, je vais tenter de répondre à la question suivante: comment tenir compte de l'autonomie des personnes enseignantes dans le cadre d'une formation continue? Alors, comme point de départ, une question qui tue, la formation continue, c'est-tu bien nécessaire? Il me semble que j'ai reçu une formation initiale, je suis outillé, je devrais être prêt à commencer à travailler, et puis ça devrait me suffire. La réponse à ça, bien évidemment, oui, c'est nécessaire. Mais il faut aussi penser à la formation initiale comme étant le point de départ de la formation continue. Avant de commencer, un constat. On entend souvent là, des choses comme le fait, il y a plein d'experts, des politiques, des personnes, des parents, d'anciens élèves, qui croient être capables de nous parler d'enseignement et d'apprentissage, de nous dire comment s'y prendre pour enseigner les mathématiques au primaire et au secondaire. Mais ce n'est pas parce qu'on a fréquenté les bancs d'école pendant des années, en tant qu'élève ou en tant qu'étudiant, qu'on devient nécessairement un expert dans l'apprentissage et l'enseignement. Ce n'est pas parce qu'on était élève et étudiant qu'on sait que l'on connaît ce que ça signifie enseigner et apprendre les mathématiques au primaire ou au secondaire. Ça ne nuit pas, mais c'est certainement pas suffisant. Puis là, j'ouvre une petite parenthèse. J'ai toujours eu un malaise de voir des personnes commencer à travailler dans une salle de classe sans avoir reçu un minimum de formation pour y enseigner. Je ferme la parenthèse. Donc, la formation initiale, je l'ai toujours vue comme étant le point de départ de la formation continue. C'est une formation continue qui débute dès la première journée là, où l'on s'assoit en salle de classe dans une université. Puis pour comprendre ma perspective, il faut replonger il y a 45 ans passés à peu près, en Ontario français, où il était encore possible
de faire l'école normale après 12 ou 13 ans de scolarité. Ça voulait dire après notre école, après l'école secondaire. Donc, à l'âge de 17 ans, 18 ans, max, jusqu'en 1973, il était possible pour les Franco-Ontariens comme pour les Ontariens de s'inscrire à la formation initiale, donc à ce qu'on appelait l'école normale, de faire la formation et de commencer à enseigner tout de suite après. Et j'ai eu, moi, à travailler pendant de nombreuses années avec des collègues qui n'avaient pas de formation universitaire. Donc, des collègues qui avaient leur secondaire et leur brevet d'enseignement. C'était mon milieu de travail au point de départ. Donc, dans mon temps, donc, moi, dans tout ça, j'arrive avec 4 années d'études universitaires. J'ai débuté ma formation initiale en septembre 1976. 6 mois de cours, 2 mois de stage. 3 mois de cours à l'automne, 1 mois de stage. 3 mois de cours à l'hiver, 1 mois de stage. Et paf, le 3 mai 1977, je commence à enseigner. Je me rappellerai toujours de ma première journée d'enseignement. Je me rappelle le temps qu'il faisait. Je me rappelle la tête de les figures de mes petits. J'en garde un excellent souvenir. Sauf qu'au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que je ne savais pas grand-chose sur l'apprentissage et l'enseignement des mathématiques. Il y avait plein de questions qui surgissaient dans ma tête quand j'observais mes enfants, leur façon de réagir à mes enseignements. Il faut penser qu'à l'époque, j'avais appris à travailler d'une façon que je qualifierais de très magistrale. C'est-à-dire, j'avais appris à écrire très clairement sur le tableau noir, m'assurer que ma calligraphie elle était impeccable, et pour moi, c'était tout un défi. M'assurer que mes lignes écrites au tableau étaient bien droites et puis parallèles au sol. J'avais appris à donner de bons exemples, à interpeller les enfants, leur poser des questions et après, leur faire des exercices. C'était à peu près le modèle que j'avais appris à suivre. Et au bout d'une semaine, je me posais pas mal de questions. Donc, après une semaine, j'ai commencé à regarder autour de moi, consulter les collègues. Et n'oubliez pas, plusieurs de ces collègues-là n'avaient pas de diplôme universitaire, avaient leur formation initiale, tout comme moi. Donc, j'ai recommencé à voir, mais il y avait des gens qui semblaient avoir du succès. Je l'entendais de la bouche des enfants dans la cour d'école lorsque je faisais, par exemple, la surveillance, la récré ou du dîner. Ou encore, on me pointait des gens, « Ah, tu vas voir Marie, elle est vraiment très, très bonne en mathématiques, elle pourra sûrement te donner un coup de pouce, te donner des idées. » Donc, parmi tout ce beau monde-là, comme je pense à Marie, elle du haut de ses, je pense, je la trouvais très, très vieille à l'époque, elle devait avoir 50 ans, ben, elle m'a donné plein de trucs et puis de choses à faire, de choses à ne pas faire qui m'ont été utiles. Donc, je me suis mis à consulter comme ça. Et j'ai eu surtout la chance de partager mes préoccupations, mes idées, mes réussites, puis aussi mes erreurs avec une partenaire qui elle, avait déjà 3 années d'expérience, c'est-à-dire ma femme Danielle. C'est un partenariat qui a duré pendant 45 ans, 42 ans. Donc, nous avons travaillé ensemble au primaire et à l'université et sur plusieurs projets de formation continue jusqu'à son décès en 2015. Si je la mentionne, c'est que c'est avec elle que j'ai appris à tous les jours, pratiquement à tous les jours, à la fin de notre journée de travail, à réorganiser dans nos têtes ce que l'on avait appris par expérience, ce que l'on avait vu, ce que l'on avait vécu, pour tenter de comprendre mais pourquoi ça semblait fonctionner, pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et puis aussi se poser la question, mais qu'est-ce qu'on veut dire par on a eu du succès aujourd'hui avec cette activité-là ou pas? C'est quoi ce succès-là au juste? Donc, il y avait plein de questions dans notre tête comme ça, mais ça faisait du bien de tenter de réorganiser et de repenser ce que l'on faisait à chaque jour et d'en arriver à prévoir ce que l'on allait faire le lendemain ou la semaine suivante. Donc, on tentait de corriger les distorsions qui surgissaient, puis aussi de sentir le besoin de connaissances théoriques, de connaissances scientifiques pour nous éclairer un peu. Ce qui fait qu'après 2 mois de pratique dans l'enseignement, je me suis inscrit à des cours d'été en qualification additionnelle, ce que l'on appelle encore qualification additionnelle, à l'été 77 à l'Université d'Ottawa. Et ce fut le début de ma formation continue. Puis je pense que je peux dire que ma formation continue se poursuit encore aujourd'hui. Donc, je vais maintenant, donc ça vous donne au moins une petite idée d'où je viens. Les contextes dans lesquels j'ai travaillé, je vais en parler un petit peu plus maintenant, et je vais aussi aborder les contextes où la formation continue se donne. Vous les connaissez très bien.
mais je vais les présenter en lien avec mes expériences à moi et mes ressentis dans tout ça. Et le fil conducteur, ici, c'est le savoir d'expérience des personnes enseignantes, et puis je vais avoir la chance de discuter un peu plus en détail en deuxième partie de ce que j'entends par savoir d'expérience. Les fameuses pédagogues. Ah, les journées pédagogiques. Comme jeune enseignant, j'ai eu à œuvrer au sein d'un conseil scolaire anglophone. Je suis franco-ontarien. Donc, une petite capsule historique rapide pour comprendre ce que je veux dire par travailler dans un conseil scolaire anglophone. J'y ai travaillé, mais j'ai enseigné en français tout le temps. Je n'ai pas enseigné en anglais, quoique j'aurais pu demander un transfert dans une école de langue anglaise, mais non. Ce n'est qu'en 1968 que le gouvernement ontarien a légalisé, je dis bien légalisé, l'enseignement entièrement en français à l'élémentaire, donc au primaire, ainsi que l'enseignement en français, en langue française au secondaire. Et tout ça, c'est reconnu dans la loi à partir de 1968 seulement. Donc, les conseils scolaires anglophones, qui étaient publics ou catholiques, et c'est encore le cas en Ontario, public ou catholique, maintenant c'est public anglais, public français, catholique anglais. Donc, les conseils scolaires de langue anglaise pouvaient, s'ils le voulaient bien, c'est une question de bien vouloir, offrir une éducation en français et, oh mon Dieu, là, ça a été tout un débat plein de luttes, même construire des écoles de langue française au secondaire. Ça a été des combats très longs et très ardus dans plusieurs milieux, dans plusieurs régions de la province d'Ontario. Et ce n'est qu'en 1984, donc ça faisait déjà un bout de temps que j'enseignais, que certaines dispositions de la loi sur l'éducation de la province sont jugées inconstitutionnelles par la Cour d'appel de l'Ontario. Et à partir de là, est venue la création du premier conseil scolaire de langue française à Toronto, dans Ottawa-Carleton, donc dans ma région, et dans l'Est ontarien, presque tout ça. Et ce n'est qu'en 1997, donc j'étais déjà à l'Université d'Ottawa, que le gouvernement ontarien a créé une loi pour créer des conseils scolaires de langue française partout dans la province. Donc, ce n'était plus au centre, donc Toronto, Ottawa-Carleton et l'Est de la province, mais c'était partout sur le territoire. Et je peux vous dire que des conseils scolaires de langue française qui ont un territoire, j'allais dire aussi gros que la France, ça serait exagéré, mais c'est énorme comme territoire. Donc, les écoles sont dispersées sur un très grand territoire. Donc, j'ai eu à enseigner plusieurs années en français sous la tutelle, puis on peut souligner tutelle d'un conseil scolaire anglophone. Il y avait des journées pédagogiques organisées, évidemment, par le conseil scolaire. Et évidemment, les journées pédagogiques étaient organisées en anglais. Et nous, les francophones, on ne s'y retrouvait pas du tout. Ça ne correspondait pas à nos besoins. On se sentait mis de côté. Les gens étaient très chaleureux, très accueillants. Mais en quelque part, nous avions nettement l'impression qu'on était laissé pour compte, que ce que l'on avait à dire ne comptait pas. Et après pas mal de brouhaha et de pression, nous sommes arrivés à avoir la responsabilité ou la prise en charge de nos journées pédagogiques. Et dans notre conseil scolaire, celui d'Ottawa-Carleton, ça a été une espèce de petite révolution. En d'autres mots, on reconnaissait du bout des lèvres que les professeurs, les enseignants du primaire et du secondaire en Ontario français étaient capables d'autonomie professionnelle, étaient capables aussi de voir à concevoir et à mettre en œuvre une formation continue. Donc, en quelque part, il me semble que c'est excessivement important. Donc, quelques prises de conscience, j'ai commencé à y faire allusion un peu comme jeune enseignant. J'ai réalisé après quelques temps, avec mes collègues les francophones, que les personnes enseignantes, on les connaît, nos milieux de travail. Nos milieux sont très variés, mais on les connaît, à la mesure de nos expériences, et de la façon dont on les voit, évidemment. Nous avons des connaissances et nous avons un savoir-faire que nous pouvons partager entre nous. Il y a des choses qu'on sait faire, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on peut partager et qu'on devrait partager. Par contre, on a toujours senti qu'il nous manquait une certaine, j'ai écrit entre guillemets, une certaine certitude. Ce que l'on observe, ce que l'on connaît, mais qu'est-ce que ça signifie au juste? D'où notre besoin de consulter des experts, de consulter l'expertise des universitaires et des chercheurs. Donc, on a ressenti très tôt ce besoin-là d'aller au-delà uniquement de ce que nous, on connaît, de ce qu'on pense faire bien en classe, et d'aller voir ce que les chercheurs, ce que
la science va nous dire. Par contre, on se posait quelques questions, comme ce qui apparaît à la dernière puce, là. Ces chercheurs, est-ce qu'ils seront attentifs vraiment à nos besoins? Est-ce qu'ils seront attentifs aux besoins de nos élèves? On se dit, bien sûr, sinon ils ne feraient pas ce type de recherche. Est-ce qu'ils vont tenir compte de nos connaissances de terrain? Est-ce qu'ils sont respectueux de notre autonomie professionnelle qu'on vient de gagner? C'était des questions qui m'apparaissaient de moi à l'époque comme étant légitimes et qu'elles le sont encore aujourd'hui. Donc, après quelques années d'expérience dans l'enseignement, puis aussi après quelques cours universitaires, j'ai commencé à concevoir et à animer des ateliers dans le cadre de journées pédagogiques. J'en ai fait. J'ai aussi eu le privilège d'agir comme chargé de cours à l'Université d'Ottawa. Mais quand ça a été le temps de commencer à concevoir et animer des ateliers, c'est un changement de perspective. Je me suis dit, oh, c'est une chose d'avoir une critique constructive à la suite d'ateliers que j'ai eus aujourd'hui. C'en est toute une autre de concevoir, puis d'animer, puis de mettre en œuvre un atelier ou une formation continue pour les collègues. C'est une espèce d'éveil par la complexité de ce que ça signifie, la formation continue. Donc, ça, c'est pour mon volet quand j'étais jeune, dans le temps de jadis, ça, c'est mon frère. Donc, et je reviens maintenant à aujourd'hui. Donc, là, les journées pédagogiques, il n'y en a quand même pas beaucoup. Il y en a quelques-unes qui sont consacrées à de la gestion, les bulletins, des choses comme ça. Ça, c'est un autre débat. Maintenant, quand il y a des journées qui sont consacrées à la formation avec des ateliers, c'est ce qui m'intéresse. Il y a aussi des situations où il y a des demandes ponctuelles. Et ça, j'en ai vu plusieurs au fil des années, dans les pédagogues ou encore sur l'heure du dîner ou encore après l'école, des demandes de la part d'école ou d'un groupe d'enseignantes dans le style « Jean-Claude, peux-tu venir à l'école, chez nous? On a pas mal de matériel de manipulation qui, on pense, pourrait servir en mathématiques, mais on ne sait pas vraiment comment s'en servir. Il y a des étudiantes de ton cours qui viennent faire des stages ici. Quelques-unes s'en sont servies. Maintenant, on aimerait avoir une idée de ce qu'on peut faire avec ça, avec les forces et les faiblesses, les inconvénients, les avantages d'utiliser ce matériel-là, d'en faire l'inventaire. Une demande très intéressante. J'ai préparé avec Daniel, ma chère et tendre épouse, 2 jours où on a exploré tout ce matériel-là. Ou encore, ça peut être quelque chose comme « Veux-tu venir chez nous? On a un malaise sur le parcours didactique à suivre dans la présentation de la fraction ou comment on aborde la fraction au 2e cycle, qu'est-ce qu'on fait, par où on commence, comment on présente ça, avec quoi on travaille, comment on fait réfléchir les enfants, qu'est-ce qui est important de garder en tête. » Encore là, une demande ponctuelle. Donc, c'est un peu différent, je trouve, et je trouve ça très intéressant, c'est un peu différent d'une journée pédagogique où il y a, comme dans un colloque ou un congrès, une série d'ateliers que je peux choisir parce que c'est un champ d'intérêt pour moi, où je veux approfondir certaines choses, où je veux m'initier à quelque chose que je ne connais pas. Ça, c'est une formule que j'ai toujours trouvée intéressante et j'ai toujours cherché à répondre à ces besoins-là. Et les demandes pouvaient venir aussi de conseils scolaires. Et encore cette année, j'ai reçu ce type de demande-là. Voilà. Un autre lieu que je trouve intéressant, et j'ai écrit en dessous, c'est un vent de fraîcheur, les congrès, comme le nôtre, des groupes professionnels comme l'Association des enseignants du primaire, du préscolaire, le GRMS, l'AFEMO. L'AFEMO, c'est l'Association francophone pour l'enseignement des mathématiques en Ontario. J'ai toujours apprécié participer à ces congrès-là pour une chose. Les congrès sont organisés par des enseignantes et des enseignants, donc par des personnes enseignantes. C'est c'est très varié, c'est très riche et j'ai toujours apprécié, j'apprécie encore les rencontres dans le corridor, les rencontres après une présentation, des discussions. J'ai toujours trouvé que c'était très riche et j'ai toujours été fasciné par le niveau d'intérêt et surtout fasciné par la profondeur des échanges de la part des personnes enseignantes. Donc, ça, c'est quelque chose, un contexte qui est fort intéressant et heureusement qu'on a ces regroupements-là, ces congrès-là. Je vais m'attarder un peu sur
une partie importante de mon expérience en formation continue suite à certaines demandes du ministère de l'Éducation de l'Ontario, entre autres, comme Franco-Ontario. Nathalie a mentionné tout à l'heure, en début, pour me présenter, l'OQRE, l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, et le projet L'enseignement efficace des mathématiques. Pour ce qui est de l'OQRE, c'est un organisme qui ne dépend pas du ministère de l'Éducation. C'est un organisme qui est responsable de voir à l'évaluation en mathématiques, en lecture, en écriture, des élèves de 3e année, de 6e année, de 9e année, donc première année de secondaire en Ontario. Ça veut dire secondaire 2, je crois, du côté québécois. L'OQRE, très intéressant. On peut se demander, mais en quoi est-ce que c'est lié avec la formation continue? Eh bien, voilà. Juste un petit point, une petite puce historique. L'OQRE nous a demandé à la faculté d'éducation, un groupe de professeurs dont je faisais partie, en 95-96, je crois, de concevoir et de mettre en œuvre une mise à l'essai, en quelque sorte, d'instruments d'évaluation par compétences. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que les compétences, on les définissait plus ou moins bien à l'époque. Donc, comment on fait pour évaluer quelque chose qu'on définit mal? C'était un débat intéressant entre nous, comme chercheurs et comme formateurs. Mais nous avons donc, l'équipe, nous avons passé quand même pas mal de temps, une année complète avec une équipe intéressante, à développer des outils, donc dans mon cas, en mathématiques, pour voir à travailler des compétences qui existaient à l'époque, comme la résolution de problèmes, la communication en mathématiques, raisonner à l'aide de concepts et de processus, donc ces compétences-là. Donc, avec un instrument papier-crayon. Comment on fait ça avec des élèves de 3e année? C'était tout un défi à l'époque. Je l'ai encore aujourd'hui, soit dit en passant. Donc ça a été construit, ça a été fait, bravo. Mais ce qui est là où la formation s'est faite, c'est lorsqu'est venu le temps de former les évaluateurs, les évaluatrices, lorsqu'est venu le temps de, entre guillemets, corriger des dizaines de milliers de copies que l'on avait à évaluer. Donc, il a fallu quand même former les correcteurs et les correctrices. Et ça a été ma responsabilité en mathématiques. Et j'ai fait ça pendant 5 ans, 6 ans, je crois, dans ces eaux-là. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que lors de ces formations-là, à l'aide de copies d'élèves, avec du travail d'élèves que j'ai pu choisir, que j'ai pu élaguer en quelque part pour me servir pour les fins de la formation, ça a été très intéressant de travailler avec du travail réel d'enfants, du travail qui cherche à nous donner une idée du niveau de maîtrise d'une compétence en particulier et de discuter de tout ça avec des enseignantes et des enseignants, donc des personnes enseignantes qui avaient un bagage intéressant sur le plan d'enseignement et d'apprentissage des mathématiques pour arriver à déterminer cette copie-ci, cette réponse-là, est-ce que c'est plus un niveau 3 ou un niveau 4? Qu'est-ce qui fait que ça dépasse les attentes? Mais de fait, quelles sont les attentes? Vous voyez un peu là, le genre de discussion qu'on avait à l'époque au sujet de l'évaluation. Donc, ces discussions-là, de façon plus ou moins formelle, ça a été très formateur de par les commentaires reçus à chaque fois par les personnes enseignantes qui venaient faire l'évaluation. Et l'évaluation était faite pendant des années à Toronto ou dans un autre centre sur une semaine où on débute par une formation et ensuite la correction commence. Et lorsque la correction commence, il y a toujours des copies qui posent problème. Qu'est-ce que je fais avec cette copie-là? Je ne comprends pas la réponse de l'enfant ou je ne suis pas certain si c'est un 3 ou un 4, sur quoi je m'appuie. Et c'est là où j'avais, moi, à intervenir avec d'autres pour voir, à prendre une décision qui est quand même éclairée. Donc, à travers tout ça, c'était intéressant en termes de formation continue d'une façon informelle, mais ce l'était quand même, une formation continue. Et l'intérêt aussi, c'était de voir les enseignantes et les enseignants partir ensuite dans leur région, retourner dans leurs écoles, dans les commissions scolaires. Et en fait, ces gens-là devenaient des personnes ressources pour comprendre comment travailler l'évaluation par compétences en mathématiques au sein de leur école. Donc, ça a été très enrichissant. Et ce que l'on a pu observer, c'est que les résultats des élèves franco-ontariens sont passés de plus que médiocres
à des résultats très, très, très intéressants dans les dernières années. Donc, il y a eu un effet de la formation dans le cadre du projet, là, pas des projets, mais des évaluations faites dans le cadre de l'OQRE. Qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Je ne le sais pas, mais à l'époque, c'était fichement intéressant. L'autre projet, c'est celui qui s'appelait l'enseignement efficace des mathématiques. Donc, le mot efficace, on pourra en discuter, là, mais c'est ce qui a été retenu par le ministère de l'Éducation. Donc, j'ai été appelé à y travailler comme expert conseil, aussi comme rédacteur de la formation en géométrie, en raisonnement algébrique, en arithmétique, en modélisation, en statistique, en probabilité. Donc, tous les domaines mathématiques du programme, le groupe avait comme mandat de préparer une formation en région, dans chacun des conseils scolaires, pour répondre à des besoins qui nous semblaient évidents à l'époque, c'est-à-dire le fait qu'en Ontario, la formation durait 8 mois avec 2 mois de stage, répartis de façon variée. Là. Donc, en quelque part, il semblait évident que les enseignantes et les enseignants avaient besoin d'un coup de pouce pour parfaire leur formation en didactique des mathématiques ou en mathématiques, enseignement des maths. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est les équipes avec lesquelles j'ai eu à travailler. Donc, au point de départ, il s'agissait de monter une formation. Donc, ça impliquait plein de choses. Monter, évidemment, des activités, s'appuyer sur des fondements solides, sur le plan théorique, sur le plan de la recherche, et aussi concevoir une formule, une façon de livrer, entre guillemets, la marchandise d'une façon efficace, d'une façon utile, d'une façon intéressante, parce que nous avions quand même 3 jours à consacrer à chacun des conseils scolaires, chacune des régions. Donc, 3 jours de formation. Une fois que les formations ont été faites, les mises à l'essai, des activités et tout ça a été fait, le mandat du groupe était ensuite de s'asseoir et de rédiger des guides que l'on qualifiait d'enseignement efficace des mathématiques. Ça a commencé avec quelques guides et ensuite ça s'est développé d'une façon assez vertigineuse, merci. Ce qui m'intéressait, c'était le fait de travailler, ce qui m'a frappé, c'était de travailler avec des personnes enseignantes, des conseillers pédagogiques franco-ontariens, des agents d'éducation fichement ferrés. Donc, je ne travaillais pas avec des collègues universitaires, je ne travaillais pas avec des chercheurs, je travaillais avec des personnes enseignantes. Mais ces gens-là, quand je suis arrivé, ça m'a frappé. Quand je suis arrivé, il y avait déjà, le groupe était déjà au travail, avait des cartables à anneaux de 4 pouces, là, à peu près épais comme ça, remplis de documents qu'ils avaient lus, annotés, commentés, discutés, synthétisés, de recherche, de travaux, de théories, plein de choses dans chacun des domaines, un travail ahurissant. Et je me suis dit, ah ben tiens, voilà, les enseignantes et les enseignants, les personnes enseignantes, ils sont quand même autonomes, peuvent faire preuve d'autonomie, ils sont capables d'aller chercher de l'information. Et moi, je suis arrivé là, je me suis senti très à l'aise parce que je connaissais le milieu, je connaissais les gens avec qui j'avais à travailler pour la plupart. Mais ce qui m'a fasciné, c'était le niveau d'expertise que ces personnes-là étaient capables de mettre de l'avant. Donc, c'était fort intéressant. Je pense que c'est l'expérience qui m'a le plus enrichi comme professeur de didactique et comme animateur de formation continue. Autre contexte, des instituts d'été en Ontario, au départ de tout ça, j'ai participé à quelques reprises. La grosse question, c'était de savoir est-ce que les enseignantes et les enseignants vont se présenter au mois d'août pour une semaine ou quelques jours. La réponse à ça, c'était « oh oui, tout le monde y était ». Ça a été très intéressant aussi comme formule. Et l'autre chose, pour faire un peu de pub de mon patelin, le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques propose 9 outils pour le développement professionnel sur son site. Et puis, il offre plein de choses. Donc, c'est le centre qui, au début, a été mis sur pied par, évidemment, une enseignante, une directrice d'école. Vous connaissez peut-être le nom, Gisèle Lalonde, qui était directrice d'école à Vanier, qui est devenue mairesse de Vanier. C'est elle qui a porté à bout de bras le mouvement pour sauver l'hôpital Montfort, une lutte importante dans la vie des Franco-Ontariens. Mais c'est elle qui était à la source de la fondation du Centre de ressources pédagogiques. Au tout début, 2 photocopieuses ou quelque chose comme ça, un secrétariat d'une personne et Gisèle.
Et ce que l'on faisait, c'est que l'on envoyait à Gisèle Lalonde, au centre, du matériel, des documents que l'on avait conçus, que l'on avait utilisés, qu'on jugeait comme étant utiles à partager. Et le secrétariat du centre faisait des photocopies, préparait tout ça et faisait des envois. On avait un petit catalogue. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, il n'y avait pas Google pour aller chercher l'information, donc c'était quand même rudimentaire. Mais je vous invite à aller sur le site et voyez la richesse qui s'est construite et développée par des enseignantes et des enseignants franco-ontariens et des gens qui venaient d'ailleurs aussi. C'est fascinant. Quand on nous donne un peu de responsabilité, quand on nous laisse aller, les enseignantes et les enseignants, on peut faire pas mal de choses. Donc, ce que je retiens de toutes ces expériences-là, vous le devinez un peu, c'est la richesse du savoir d'expérience des personnes enseignantes. Donc, la formation continue, à mon humble avis, ne peut pas ignorer l'autonomie professionnelle, ne peut pas ignorer le savoir d'expérience et les besoins des personnes enseignantes pour cause d'être un outil de gestion axé sur des résultats. C'est plus que ça. Je n'ai rien contre la gestion, entre guillemets, mais que ça devienne un outil pour gérer, mais gérer quoi au juste? Ça, je vais laisser les tables de discussion du colloque en discuter, mais ça me préoccupe et j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Donc, ce savoir d'expérience-là, est-ce qu'il est utilisé et reconnu à sa juste valeur? On peut se poser la question. Alors, comment tenir compte du savoir des personnes enseignantes, du savoir d'expérience des personnes enseignantes dans le cadre d'une formation continue? Je dis que c'est important, je dis que c'est riche, c'est foisonnant. Comment faire pour en tenir compte? Bien voilà. J'arrive donc à la deuxième, je regarde le temps, mon Jean-Claude Bouygues. Donc, j'en arrive à la deuxième partie de la communication, de la conférence, où je vais vous présenter ce que le vieux routier que je suis a construit comme idée au fil de mes expériences, mes rencontres, mes lectures, de mes cours, de mes recherches, mes échecs et mes succès. Donc, voici l'image que j'ai dans ma tête. C'est ce que j'ai dans ma tête lorsque je prépare une formation continue, que ce soit un atelier, que ce soit une formation de 3 jours, que ce soit une formation qui s'étale sur une année avec des moments précis dans l'année, peu importe, c'est le modèle, c'est l'idée que j'ai dans ma tête. Et vous voyez en bas de l'écran, si je peux y revenir, ça va aller mieux. Voilà. Donc, vous voyez ici, en bas de l'écran, le savoir d'expérience. Au-dessus, le savoir scientifique, ce n'est pas parce qu'il est au-dessus qu'il est supérieur, mais il fallait quand même les placer en quelque part. Mais vous remarquez que les deux savoirs sont en parallèle. Je vais y revenir tantôt. Et au centre, dans les rectangles bleus, un mécanisme, je dirais, cognitif, intellectuel qui doit se mettre en branle dans le cadre d'une formation continue. Donc, ça se passe dans la tête de nos participants et ça se passe aussi dans la tête des animateurs. Donc, c'est le modèle que j'ai dans ma tête et je vais prendre un peu de temps pour décrire ce modèle-là ou cette idée-là et ensuite passer à ce que je fais ou ce qu'on pourrait faire ou ce qu'on peut faire dans le cadre d'une formation continue en tenant compte de l'expérience des personnes avec qui on travaille. Donc, le savoir d'expérience, donc ce qui est dans mes 3 bulles ici, dans le bas. Donc, les personnes enseignantes, au départ, on sait que l'on est influencé par le rapport que l'on entretient a priori, on peut souligner a priori, avec les contenus mathématiques. Et c'est peut-être encore plus important d'en tenir compte dans le cadre des personnes qui travaillent au primaire, parce que les mathématiques, ça fait partie de l'ensemble des tâches que nous avons à accomplir. Donc, on a les mathématiques, la lecture, l'écriture, l'univers social, l'éducation physique, la santé, on a plein de choses. Donc, nous sommes généralistes. Donc, mais a priori, on a quand même certains rapports avec les contenus mathématiques. Et on est influencé aussi, quand je dis on, parce que je m'y inclus comme personne enseignante, par les conceptions et les croyances. Si je dis croyances, on parle de dogmatisme un peu, construite progressivement sur l'apprentissage et l'enseignement des mathématiques. Donc, il y a cette influence-là. Et d'où ça vient? Bien, ce sont nos souvenirs d'enfance, ce sont les styles d'enseignement que l'on a préférés quand on était enfant ou adolescent ou à l'université. Ce sont certains attributs des personnes enseignantes que l'on a rencontrés dans notre parcours. Ce que j'ai pu observer, par exemple, dans la salle de classe d'une personne enseignante, dans le cadre d'un mentorat, par exemple, comme jeune prof, la suppléance que j'ai pu faire dans les écoles, des leçons de démonstration,
mes lectures personnelles, mes lectures assignées dans le cadre des cours universitaires, des discussions, des échanges informels, des ateliers, des conférences, bref, aussi tout ce que je peux vivre au jour le jour dans la salle de classe, en quelque part, ça a un effet ou une influence sur ma façon de voir et de travailler l'enseignement et de voir l'apprentissage des mathématiques en classe. Donc, ça va pour le savoir d'expérience. C'est tout ça qui foisonne dans notre tête comme personne enseignante. Le savoir scientifique, lui, on l'espère, c'est un savoir qui est censé être cohérent, qui l'est, qui est unifié avec ses lobes, ses articulations. Je n'entrerai pas dans les détails pour ça, je pense qu'on connaît bien ce que ça signifie. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est la deuxième puce, c'est-à-dire que le savoir scientifique, les résultats de recherche, les recherches sur lesquelles nous travaillons comme chercheurs, ça a le potentiel d'organiser le savoir d'expérience des personnes enseignantes et d'en corriger les distorsions tout en mettant à jour le contenu de ces intuitions. Donc, potentiel d'organiser. J'ai mentionné toute une série de sources de savoir d'expérience, mais c'est la plupart du temps plus ou moins structuré, plus ou moins organisé. Et c'est pour ça que j'ai mentionné en début de conférence que j'ai eu de la chance de travailler avec ma femme Danielle, parce qu'à tous les jours, à peu près tous les jours, on tentait, nous, à la lumière de nos connaissances scientifiques ou théoriques, d'organiser ce que l'on vivait quotidiennement en mathématiques avec nos élèves, pour en corriger les distorsions, pour être plus à même de soutenir l'apprentissage des mathématiques chez nos enfants. Donc, le savoir scientifique devient donc un élément qu'on pourrait qualifier de nouveau qui peut faire éclater les limites trop étroites dans lesquelles le savoir d'expérience va s'enfermer. Donc, on peut enseigner pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines sans vraiment réfléchir à notre pratique parce qu'on est pris par plein d'affaires. Ça bouge dans une salle de classe et j'en sais quelque chose moi aussi, même si ça fait longtemps que j'ai eu la responsabilité d'une classe. Donc, comment on fait pour éviter le parallélisme entre le savoir d'expérience et le savoir scientifique? Parce qu'on entend encore des choses comme ceci de la part de certains de nos étudiants qui reviennent de stage. Ah, on m'a dit, ben, tu sais, Jean-Claude, c'est beau ce que l'on apprend à l'université, mais on va apprendre bien mieux, beaucoup plus dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans une salle de classe, c'est pas comme ce que tu apprends à l'université. En gros, là, viens voir comment ça se passe pour de vrai. On va te montrer les vraies affaires. C'est de moins en moins vrai, je trouve, depuis des années, mais il y a encore un petit peu de ça. Donc, en quelque part, il faut quand même y penser. L'intervention, donc ce que j'ai à faire, ça consiste à créer, quand je suis dans un contexte de formation continue, c'est de créer un milieu où les deux savoir d'expérience, savoir théorique, va s'interroger mutuellement. Et vous pouvez surligner s'interroger mutuellement. Donc, les deux s'interrogent. Donc, cette interrogation mutuelle doit déboucher sur un savoir que je qualifierais d'intégrer, une intégration des deux types de savoir. Comment m'y prendre? Parce que la première puce, c'était un vœu pieux, je vais créer un milieu. Comment je fais pour faire ça? Par expérience, au fil des années, j'en suis arrivé à concevoir une façon d'intervenir, une façon de travailler en 4 phases. Donc, mise à jour et clarification du savoir d'expérience. Cette phase-là est importante. Elle peut se faire d'une façon formelle, comme on va voir dans quelques instants, ou informelle, mais elle est hyper importante. Donc, je veux que les personnes avec qui je travaille sachent, non pas sentent, uniquement, sachent que je considère leur savoir d'expérience comme étant très intéressant. Maintenant, on va chercher à valider ces savoirs-là à la lumière de ce que la science nous dit dans le cadre de la formation que nous avons à avoir. Ce n'est pas le discours que je tiens, mais en gros, c'est le message qui est véhiculé. Je veux savoir ce que vous connaissez. Deuxième phase, créer on a un choix judicieux à faire dans le type d'activité, que ce soit cognitive ou autre, là, dans le cadre de la formation, l'appropriation des instruments scientifiques et la restructuration du schéma. Donc, en gros, ce que vous voyez à l'écran, là, vous avez l'idée de ma façon de voir le savoir scientifique, le savoir d'expérience dans le cadre d'une formation continue. Et juxtaposé à ça, les 4 phases. Donc, vous remarquerez que la phase 1, 2 et 3, ça se situe ici. Donc, on est dans les débuts. Tout début, phase 1, avant même que l'atelier commence, par exemple, ou lorsque l'atelier est en marche, on met à jour le savoir d'expérience des enseignantes et des enseignants. Et tout le long de ce que l'on va vivre ensemble, on va tenter de clarifier ce savoir-là. Qu'est-ce que je connais au juste au sujet de l'enseignement de la moyenne? Est-ce que je commence l'enseignement de la moyenne au 3e cycle? Est-ce que je commence par leur enseigner la formule?
Tu additionnes les scores, tu divises par le nombre de scores, ça te donne la moyenne. Avez-vous des questions? Facile de trouver la moyenne. Mais qu'est-ce que ça signifie, la moyenne? Est-ce qu'il y a plusieurs sens à la moyenne? Avec quoi on commence? J'ai comme peur, puis j'ai déjà entendu, j'ai peur, encore si je commence avec la formule, que les élèves vont se contenter de calculer, puis ne porteront pas attention au sens de ce petit nombre-là quand le nombre tente de décrire un ensemble de scores. Il y a plein de questions qui surgissent comme ça. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce que la science nous dit? Et là, l'atelier est en branle. Donc, la phase 1. La phase 2, par le biais des activités qui sont proposées, que ce soit sur le plan cognitif ou de la manipulation, peu importe, il y a un inconfort cognitif qui va entrer en jeu. Et ensuite, et tout le long du processus, on va tenter de s'approprier les instruments scientifiques. On y va en détail avec la première phase, qui est la mise à jour de l'expérience. Donc, comme on vient de voir, le savoir d'expérience porte sur des représentations construites à partir de perceptions de la réalité. Et ici, j'ai ajouté des modèles de la culture ambiante. Si j'ajoute le modèle de la culture ambiante, c'est personnellement, lorsque j'ai commencé à enseigner, je me suis rendu compte très vite que les mathématiques, ça s'inscrit dans une culture. C'est sûr que, comme me disaient mes amis anglophones qui étaient en position d'autorité, me disaient, mais les mathématiques, Jean-Claude, c'est un langage universel. Un Chinois, un Japonais, un Franco-Ontarien, un anglophone de l'État de l'Oregon comprend très bien la mathématique dont on va parler. Et viscéralement, j'en ai jamais été convaincu. Donc, on peut même dire que les mathématiques, c'est une production, c'est un produit culturel. Bref, c'est présent. C'est là, quelque part, il faut en tenir compte. Et ces représentations-là informent la manière de voir et de comprendre les mathématiques, son apprentissage et son enseignement. Donc, c'est uniquement lorsque les personnes enseignantes, et je m'inclus là-dedans, que l'on prend conscience de ce que l'on sait et des limites de notre savoir, qu'on peut commencer à s'ouvrir à des perceptions nouvelles. Donc, si ça marche, ou je suis convaincu que ça fonctionne, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Mais si je me retrouve dans un contexte de formation continue où je suis bousculé dans mes certitudes, là, je commence à me poser des questions et là, je suis ouvert à quelque chose d'autre, mais sans jamais nier ce que je connais. Ce que je veux apprendre, c'est de ce que je connais, qu'est-ce qui est soutenu par la recherche. Vous voyez un peu la façon dont je vois la formation dans un cadre de formation continue. Alors, comment on arrive à faire cette mise à jour-là? Il n'y a rien de bien sorcier. Je peux commencer l'atelier par une mise en commun au sujet de la thématique de l'atelier. Donc, qu'est-ce qu'on sait au sujet de l'enseignement de la fraction au deuxième cycle? Qu'est-ce qu'on sait au sujet de l'enseignement des solides ou de leur classification, comment on s'y prend? Et ce qui est peut-être aussi important, c'est de pouvoir stimuler le partage des savoirs d'expérience tout le long des activités qui sont mises de l'avant dans le cadre des ateliers. Lorsqu'on commence le travail, c'est important de faire surgir ça. Il y a des personnes qui ne s'exprimeront pas, mais qui sont très attentives à ce que les autres disent. Et en gros, dans un groupe, on arrive quand même à aller chercher des expériences variées. Oups. Voilà, Jean-Claude. Donc, là, je ne veux pas que je me perde dans mes affaires. Alors, on arrive à la deuxième phase. Donc, la deuxième phase, c'est l'inconfort cognitif. Et là, c'est tout notre bagage comme formateur, tout notre bagage théorique, scientifique, tout ce que l'on connaît en termes d'enseignement et d'apprentissage des mathématiques, c'est là où ça entre en jeu. Qu'est-ce que je vais proposer aux personnes enseignantes qui vont travailler avec moi, qui va stimuler cette prise en compte des savoirs qu'ils possèdent déjà, qu'ils ont, et briser un petit peu les certitudes, de sorte à ce que l'on puisse progresser, de sorte à ce qu'on puisse aller un peu plus loin. Qu'est-ce que je vais utiliser? À force des années, j'ai fini par trouver plein d'activités pour le faire, mais en bref, c'est comment créer l'inconfort cognitif. Donc, j'ai deux grandes familles. La première, c'est celle que j'utilise le moins, c'est une question d'affinité personnelle, où je vais inviter les personnes à résoudre une situation de problème d'organisation, d'évolution d'un concept, d'un processus. Donc, on s'intéresse à la fraction, on s'intéresse à la moyenne, on s'intéresse à l'angle et sa mesure, on s'intéresse à comment utiliser un rapporteur d'angle ou pas. Donc,
comment on fait pour enseigner ça? Comment on s'y prend? Comment on l'organise? Ça pourrait être une façon de travailler. Ça pourrait être l'objet de ma formation. Ou encore, et ce que j'utilise surtout, c'est carrément des activités que je propose à des enfants, à des élèves, que j'ai souvent animés ou que mes anciennes étudiantes ont déjà animés. Je sais que ça fonctionne bien. Il y a quand même, j'ai du matériel, j'ai des choses sur lesquelles mes participants vont pouvoir voir, j'espère. Et à ce moment-là, j'invite les enseignantes, les personnes enseignantes à commencer à travailler sur les concepts mathématiques de la thématique. Évidemment, je joue le rôle de la maîtresse d'école, entre guillemets, et pour moi, maîtresse d'école, c'est loin d'être péjoratif. Quand quelqu'un me traite de maîtresse d'école, pour moi, c'est un très grand compliment. Donc, je joue ce jeu-là et les personnes enseignantes jouent le rôle d'élève, sauf que, évidemment, on ne joue pas vraiment un jeu de rôle, mais quand même, on travaille le concept et tout le long de ces activités-là, il y a souvent un certain inconfort. À un moment donné, il y a des choses qui vont surgir avec beaucoup d'intensité. Dans le style, mon Dieu, j'enseignais ça comme ce que je viens de décrire pendant des années. Ben, j'ai peut-être pas induit mes élèves en erreur, mais il me semble qu'avec ce que je viens d'apprendre, avec ce que je viens de comprendre par le biais de ce que je viens de vivre, il me semble que ça va aller beaucoup mieux quand je vais retourner en classe. J'espère que je serai à la hauteur de ce que je viens d'apprendre. Mais il y a aussi un constat de continuité, dans le sens où ce que je savais, ben, c'est conforté par ce que je suis en train de vivre. Ah, ça, c'est quelque chose que je fais. Je ne savais pas vraiment pourquoi ça fonctionnait, mais là, je suis en train de comprendre le pourquoi du comment. Une espèce de continuité. Ça, par contre, ça, je ne pensais pas qu'il fallait aller jusque-là avec les élèves, ou je ne pensais pas que c'était possible d'aller si loin. Donc, un va-et-vient qui est créé par donc, continuité et rupture, sur lequel je vais revenir dans quelques instants. Donc, il y a ce constat-là. Donc, les limites du savoir d'expérience, si j'ai bien fait mon choix d'activité dans le cadre de la formation, vont surgir assez rapidement, puis le besoin de distinguer croyances, connaissances vont se faire sentir. Donc, le savoir d'expérience va se heurter à ses propres limites, puis aux questions sans réponse là, que ce savoir-là va engendrer. Donc, les activités proposées lors des formations, ça doit susciter dans la conscience des personnes enseignantes le besoin d'un savoir plus élaboré et plus englobant. Et pendant 44 ans, c'est ce que j'ai observé, ce désir d'aller chercher un savoir plus élaboré puis de restructurer ce que je connais. C'est ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu dans le cadre de multiples, de centaines de rencontres, de formations continues au fil des années. Donc, on a besoin d'outils pour symboliser, j'ai écrit entre guillemets correctement, donc à la lumière des recherches les plus récentes, notre savoir d'expérience. Donc, je pense que vous commencez à voir que pour ce qui est de la troisième phase, la prise en main des instruments scientifiques va venir un peu vers la fin de ma formation continue, de la session, de sorte à ce qu'on tienne compte du savoir d'expérience. Donc, je ne présente pas le savoir scientifique ou les résultats de mes recherches au tout début. Voici ce que la science nous dit, maintenant voici ce que ça signifie en salle de classe. Je procède à l'inverse. Voici ce qu'on peut faire, et au fur et à mesure qu'on avance, mais pourquoi, comment, et voici ce que la recherche nous dit. Vous me suivez? Donc, la prise en main des instruments scientifiques devient une nécessité. C'est pas quelque chose, ah oui, c'est intéressant, mais je n'ai pas très bien compris, là, heureusement qu'on a eu une activité après, parce que je serais capable de me servir, entre guillemets, de la leçon préparée, puis de l'essayer avec mes élèves. Il faut aller plus loin que ça. Il faut placer l'accent sur la réflexion. Donc, il y a une prise en main nécessaire des instruments scientifiques, et cette prise en main-là se fait par les deux démarches que je viens de souligner, donc cette idée de rupture et de continuité. Mais il y a ces sentiments-là qui surgissent, mais maintenant, je dois m'en servir comme outil de travail intellectuel pour prendre en main les instruments scientifiques. Donc, cette idée de continuité, je l'ai mentionné tantôt. Donc, la rupture, je l'ai mentionné aussi. Mon savoir d'expérience sera mis à jour pendant la première étape. Ça va constituer une référence permanente. Donc, mes trois petites bulles, savoir d'expérience, c'est une référence constante dans la tête d'une personne enseignante. Et je m'inclus là-dedans comme personne enseignante. C'est toujours présent. Et je suis en train de modifier, de réorganiser, de restructurer ma façon de voir le concept, le processus mathématique
que l'on présente dans le cadre de la formation que je suis en train de suivre. Donc, est-ce que c'est comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on a à faire? Ben là, c'est des choses que l'on connaît bien, soit comme formateur, soit comme conseiller pédagogique, soit comme enseignante qui partage son savoir-faire avec des collègues. Donc, ça peut être une présentation formelle. Ça peut être, là, pendant mon atelier, je prends une petite pause, mais voici les résultats de recherche qui corroborent ce qu'on est en train de vivre. Les lectures que je peux suggérer qui sont faites après, évidemment. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du travail, j'en profite toujours pour parler de ce que la recherche nous dit au sujet de ce que les enseignantes, les personnes enseignantes vivent dans le cadre de la formation. Donc, les connaissances scientifiques, les résultats de recherche sont illustrés par les activités qui sont modelées dans le cadre de ma formation. Ce qui fait que lorsque j'en parle, les enseignantes ont un point de repère dans ce qu'ils viennent tout juste de vivre. Et elles vont souvent s'en servir quand on va en discuter. Donc, je vais présenter un concept, je vais présenter un résultat de recherche, et une enseignante peut me dire « Ah, ben oui, mais Jean-Claude, c'est exactement ce que l'on fait quand on a travaillé avec des réglettes cuisinières. On s'est rendu compte qu'il y avait une limite. » Oui, vous voyez un peu l'idée, plutôt que de dire « Pensez à ce que vous avez fait jadis », ce qui est important, c'est toujours présent, mais je me sers beaucoup de ce que les enseignantes vivent dans le cadre de la formation actuelle, présente. Donc, le travail est individuel, mais c'est aussi collectif. Les échanges sont importants. Je veux stimuler et provoquer une réflexion personnelle. Et puis, ce que j'ai écrit comme deuxième petite puce, plus l'habileté ou le concept est complexe, plus le besoin d'observer et de vivre ces concepts-là et ces processus-là deviennent nécessaires. Si on ne fait qu'en parler, ça ne suffira pas. La dernière phase, c'est celle de la restructuration. Madame la Présidente, je suis encore dans mon temps, c'est correct? Oui, OK. La restructuration du champ conceptuel. Donc, la dernière phase, je vous dirais, dans un petit atelier de 45 minutes, je doute qu'on y arrive. J'espère me rendre à la phase 3. Dans un atelier de 3 heures ou d'une journée, en règle générale, on y arrive. On y arrive. Au moins un début de restructuration du cadre conceptuel. Donc, la dernière phase vise justement l'intégration des savoirs. Donc, ce n'est pas un savoir scientifique que je colle à un savoir d'expérience, mais c'est un savoir scientifique et un savoir d'expérience qui s'intègrent, qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Et le savoir scientifique permet de restructurer et de réorganiser et de valider et d'invalider certains savoirs que la personne enseignante possède. Donc, une prise de conscience de la reconstruction de ce savoir-là, et je le dis d'une façon très ouverte, ça va prendre forme au fur et à mesure que le savoir scientifique remanie le savoir d'expérience. Donc, à chacune des phases, c'est en gestation. Mais il y a un moment qui doit venir où ça doit se faire, cette construction-là doit se faire d'une façon plus formelle. Donc, il faut le dire. Voici ce que je suis en train de faire. Je suis en train de réorganiser ma façon de voir l'apprentissage de l'addition et de la soustraction. Moi, j'ai appris l'addition, puis la soustraction, les opérations arithmétiques. C'était pas compliqué. Tu apprenais la procédure conventionnelle en Ontario et de l'Ontario. Et puis, une fois que tu avais appris ça, là, on te présentait des problèmes écrits où tu avais appliqué ça. Puis, de temps en temps, la maîtresse, elle nous jouait un tour. On faisait de l'addition depuis longtemps. Puis, elle nous foutait une affaire on faisait de la soustraction depuis longtemps. Elle nous fait une affaire de soustraction. Puis là, puis d'addition, puis là, c'est pas dans la même famille, puis là, on fait une addition parce que c'est ce qu'on est supposé faire. Ah, c'était frustrant. Ça fonctionne plus ou moins bien à la lumière de ce que je suis en train de faire. Là, on me dit, mais peut-être que ça serait bien de commencer par un contexte où cette opération arithmétique-là a lieu. Hein? Mais maintenant, mais pourquoi tu me dis ça? Est-ce que ça fonctionne? Puis pourquoi? Puis comment? Mais là, là, la formation commence. La remise en question commence. Donc, la personne enseignante, les personnes enseignantes commencent à reconstruire, ça commence à se construire au fur et à mesure qu'on travaille sur les contenus des intuitions initiales et la reformulation de nos questions aussi. On peut les reformuler sous un angle différent. Puis, ce qui compte, c'est de mettre à jour les conséquences du savoir reconstruit. Qu'est-ce que ça signifie maintenant pour moi?
sur le plan de l'action didactique en mathématiques. Quand je vais retourner en salle de classe, qu'est-ce que j'ai de changé? Qu'est-ce que j'ai de transformé? Ou qu'est-ce que je comprends mieux que je ne comprenais pas très bien avant? Donc, ce qui est visé, ce que je souhaite, c'est que l'attitude des personnes enseignantes qui travaillent avec moi dans le cadre d'une formation continue. Donc, l'attitude va changer, pas parce que l'attitude est négative, ce n'est pas ce que je veux dire, mais l'attitude, dans un sens très large, change et surtout l'image que les personnes se font d'elles-mêmes en tant que personne enseignante des maths va se transformer, se bonifier, se préciser. Et forcément, les personnes ne se comporteront plus de la même manière en salle de classe. Est-ce que les changements vont se faire d'une façon dramatique du premier jour? Je dis toujours, ce n'est pas nécessaire de bousculer ce que vous faites pendant votre première semaine, mais commencez lentement mais sûrement à mettre en œuvre les changements, à mettre en œuvre ce que vous venez d'apprendre et ce que vous venez de construire avec nous dans le cadre de notre formation. Donc, les comportements vont changer. Comportements d'enseignement. L'intégration du savoir d'expérience avec le savoir scientifique va modifier aussi le savoir-être, qui va façonner à son tour le savoir-faire. C'est ce que je constate, c'est ce que je vois. Puis c'est un rapport qu'on pourrait qualifier de dialectique. Il me semble qu'il est quand même indispensable pour élargir et consolider le savoir d'expérience, pour le transformer dans un nouveau savoir-être, qui est une condition indispensable d'un nouveau savoir-faire. Donc, ce travail intellectuel, il est important d'être fait. Et il faut encourager, puis il faut soutenir les personnes enseignantes à faire ce travail intellectuel-là. Donc, en guise de conclusion, quand je pense à la thématique du congrès, la formation continue en enseignement des mathématiques dans le contexte sociopolitique actuel entre contraintes et liberté. Ça m'interpelle. Je vous dirais que le monde de l'éducation ne peut pas se passer de la richesse du savoir d'expérience du personnel enseignant. On ne peut pas s'en passer. L'autonomie professionnelle, elle est là, elle est à construire constamment, elle est à appuyer, elle est à soutenir. Ce savoir professionnel-là, ce savoir d'expérience-là, foisonne par expérience. Je suis toujours heureux d'entendre ce que les gens ont à me dire, de ce qu'ils connaissent au sujet de l'apprentissage de l'enseignement des mathématiques. Ça foisonne d'intuitions qui sont fécondes, d'observations qui sont souvent très utiles et qui m'ont souvent été utiles comme chercheur aussi, où je n'avais pas perçu certains événements ou certaines choses dans le cadre d'une salle de classe, mais ça me venait d'enseignants avec qui je travaillais. Donc, des gestes didactiques, pédagogiques qui sont pertinents, même si on ne sait pas toujours pourquoi ils sont pertinents, puis qu'est-ce que pertinent veut dire. Et j'allais dire efficace et efficient pour faire plaisir au vocabulaire par les temps qui courent. Là. Donc, c'est plein de richesses. Et cette richesse-là doit nous interpeller quand je prends ma position de chercheur, doit m'interpeller comme chercheur aussi. Donc, formation continue, outils de gestion. J'ai hâte de voir ce que vous allez en dire dans le cadre des tables rondes et des tables de discussion. Ce n'est pas vraiment une opposition, mais en lien avec l'autonomie professionnelle, nos besoins en tant que personnes enseignantes et nos libertés professionnelles. Donc, il me semble que la formation continue, est-ce que c'est un outil de gestion? Je laisserai ça au débat. J'ai ma position personnelle là-dessus, mais ce n'est pas le propos de la conférence. Mais ce que je peux dire, par contre, c'est que la formation continue doit soutenir le savoir d'expérience. Quand je dis le soutenir, elle doit proposer un savoir scientifique qui va questionner le savoir d'expérience, qui est toujours présent, qui appuie l'organisation, la restructuration des savoirs enseignants. Donc, il doit miser sur un savoir d'expérience qui va questionner le savoir scientifique. Donc, le savoir scientifique et le savoir d'expérience sont, à mon avis, complémentaires. Ça se complète. Et les deux doivent s'enrichir mutuellement. Et voilà. Madame la Présidente, j'ai terminé. Je pense que j'ai droit à un petit peu d'eau. Jean-Claude Boyer, je vous remercie beaucoup pour cette mise en rapport inspirante, ma foi, des savoirs d'expérience et des savoirs scientifiques dans le cadre de la formation continue. La valorisation des deux types de savoirs, puis leur intégration, c'était vraiment inspirant de vous entendre.